Dans l'Antiquité romaine, marcher n'est pas un choix, c'est une nécessité logistique. Aucun moteur, aucune traction mécanique, tout se déplace à la force des jambes, des sabots ou des bras. Ainsi l'armée romaine, pilier de l'expansion impériale, se déplace presque entièrement à pied. Seuls les officiers, les éclaireurs, les cavaliers auxiliaires ou bien les messages urgents utilisent des chevaux. Le soldat de base, lui, avance en ligne, une sandale cloutée après l'autre, sur des distances qu'un homme moderne jugerait inhumaines. Jules César, dans sa guerre des Gaules, décrit ses légions parcourant plus de 30 km par jour à travers rivières, forêts et marécages, le tout en ordre parfait. Lors de la campagne contre les Helvètes, en 58 avant notre ère, ces troupes marchent sans relâche, et ce pour intercepter un peuple en migration, traversant les Alpes et dressant chaque soir un camp retranché. L'efficacité de la marche romaine permet à César de surprendre, encercler puis vaincre des ennemis, souvent plus nombreux. Chaque déplacement est calculé. L'armée romaine peut couvrir plus de 25 km par jour, mais dans des cas extrêmes, comme lors de la guerre contre les Nerviens, César pousse ses hommes à la limite, marche forcée de nuit, attaque au petit matin, permettant à des légions affamées d'obtenir la victoire. La marche est aussi un outil d'intimidation. Voir une colonne de plusieurs milliers de soldats romains avancer, en silence, en armure, de manière disciplinée, suffit parfois à faire fuir l'adversaire sans combattre. Les routes romaines elles-mêmes, les fameuses viae, sont pensées pour la marche militaire. Pavées, rectilignes, jalonnées de bornes, elles relient rapidement les camps, les villes et les ports. La Via Appia, construite dès 312 avant Jésus-Christ, permet à l'armée de rejoindre le sud de l'Italie en quelques jours. Au 1er siècle, les routes traversent la Gaule, l'Hispanie, la Dacie, jusqu'aux rives du Danube. Ce sont des artères de pierre dimensionnées pour le pas régulier des colonnes de soldats. Quand Germanicus poursuit les tribus germaniques en 15 après Jésus-Christ, il mène sa troupe à travers les forêts, parfois sur un terrain chaotique, où chaque pas est une menace. La marche devient alors un exercice de tension permanente, colonnes étirées, ravitaillement difficile et surveillance constante. L'armée romaine se déplace en ordre précis, avant-garde, légion, bagages, artillerie et arrière-garde, le tout encadré par des éclaireurs et des cavaliers. Ce dispositif permet de réagir à une attaque à n'importe quel moment de la journée. Les distances parcourues sur une campagne complète sont considérables. Sous Trajan, lors de la conquête de la Dacie, les légions partent d'Italie et traversent les Balkans sur des centaines de kilomètres. Chaque nuit, elles construisent un camp fortifié, montent les tentes, dressent le fossé et la palissade, démontent tout à l'aube, puis repartent. La marche est conduite selon un rythme régulier imposé par les centurions et les signaux sonores transmis par les instruments militaires. Chaque colonne avance selon un ordre défini, adapté à la topographie et aux risques repérés par les éclaireurs. Le légionnaire romain, lorsqu'il marche, ne se contente pas de porter une armure. Il transporte tout ce dont il a besoin pour vivre, survivre et combattre. Son équipement minutieusement réparti pèse entre 30 et 40 kilos selon les sources, parfois plus en situation extrême. Ce fardeau quotidien vaut aux soldats romains un surnom ironique mentionné par Plutarque, l'émulet de Marius, Muli Mariani, du nom du général Gaius Marius, qui à la fin du IIe siècle avant notre ère réforme l'armée et impose aux hommes de transporter leur propre matériel, supprimant une grande partie des bagages collectifs. Sur leur dos ou à l'aide d'un fourca, c'est-à-dire une sorte de bâton en Y, posé sur l'épaule, les légionnaires transportent un équipement standardisé mais dense. Le noyau dur, c'est d'abord l'armement individuel. Le gladius, un sabre court d'environ 60 cm, à lame droite, forgé pour frapper des stocks dans la mêlée, est suspendu au côté droit par une ceinture. Le pugio, un poignard de secours, est quant à lui glissé à la ceinture gauche. Le scutum, un lourd bouclier rectangulaire en bois bombé, recouvert de cuir et parfois de métal, est tenu à la main gauche. Il mesure environ 105 cm de haut pour 50 à 50 cm de large, avec une base métallique centrale, lumbo, capable d'assommer un adversaire. L'ensemble pèse près de 10 kg. Sur le torse, les soldats portent la lorica segmentata, l'armure emblématique de l'époque impériale.
Constituée de bandes métalliques articulées, elle est maintenue par des sangles en cuir. Son poids tourne autour de 8 à 9 kg, bien répartis sur le haut du corps. Dans d'autres contextes ou périodes, la lorica amata, une sorte de côte de maille, ou la lorica squamata, une version à écailles, remplace ou complète ce modèle. Un galéa, un casque de bronze ou de fer, protège la tête avec des protège-joues mobiles et un renfort de nuque. Chaque modèle peut légèrement varier selon l'époque, la région et l'unité. Mais au-delà de l'armement, le vrai défi, c'est la logistique individuelle. Chaque soldat transporte 3 jours de vivres, souvent sous forme de céréales, froment ou orge, que le soldat doit moudre et cuire lui-même. Il emporte avec lui une meule portative, une gamelle en métal ou en terre cuite, des outils de cuisson, une flasque et un petit chaudron suspendu à la fourca. À cela s'ajoute une hache, une dolabra, un outil à double usage de pioche et de hache, une scie et parfois un pieu taillé utilisé pour ériger le camp. L'un des éléments les plus emblématiques du pactage est le piquet de tente. Chaque tente est partagée entre 8 soldats, une contubernium, et chacun transporte une partie du matériel collectif, piquets, cordes, toiles de cuir et maillets. Cela garantit que chaque soir, le camp peut être dressé rapidement sans chariot de soutien. Les vêtements de rechange sont sommaires, une tunique de laine, une pénoula, sorte de cape imperméable, des chaussettes ou bandages de pied et une sacoche contenant parfois une lime, du fil, une aiguille et autres nécessaires de couture, mais également des pièces de monnaie et des objets personnels. Certains soldats fixent également à leur fourca un bouclier secondaire, plus léger pour l'entraînement ou la marche, afin d'économiser leur scutum. L'ensemble doit être équilibré au centimètre près. Le poids est réparti entre le dos, l'épaule et les mains. La fourca permet de déporter une partie de la charge sur l'avant-bras, sur l'avant du torse ou sur l'arrière du dos. Les centurions surveillent la répartition. Une mauvaise gestion du pactage ralentit la colonne et épuise inutilement les hommes. Certains témoignages archéologiques issus de tombes militaires ou de dépôts en Germanie et en Grande-Bretagne ont permis de reconstituer des éléments complets du pactage légionnaire. On retrouve notamment des pièces de cuir gravées, des récipients métalliques, des fragments de fourca en bois de frêne et des ustensiles en fer marqués au poinçon du légionnaire. Le camp de Vindolanda, au nord de l'Angleterre, a livré des tablettes et objets personnels prouvant que certains soldats portaient même des lettres, des chaussures de rechange ou du matériel de toilette. Dans l'armée romaine, devenir soldat ne signifie pas seulement porter les insignes de Rome. C'est un processus de transformation physique et mentale. Dès l'enrôlement, la formation est rude, intensive et impitoyable. Le légionnaire est façonné comme une pièce d'armure, par le choc, la répétition et l'épreuve. On dit à l'époque que l'entraînement du soldat doit être constant, sévère et réaliste, et même que la sueur à l'exercice épargne le sang au combat. Les premiers jours sont consacrés à la sélection. Les recrues sont évalués sur leur vigueur, leur agilité, leur capacité à supporter la fatigue. Les faibles sont écartés rapidement. Ceux qui restent entament un cycle de formation qui peut durer jusqu'à 4 mois. Une des premières étapes est la marche. Chaque homme doit apprendre à parcourir 30 km par jour, parfois 35 ou plus, à un rythme militaire soutenu. Cette marche se fait en armure complète ou avec un pactage plus lourd que la normale pour renforcer l'endurance. Végès précise que les jeunes recrues devaient courir, sauter, nager, porter des fardeaux et marcher au pas pendant de longues heures. Les marches sont chronométrées dans certaines unités. Si la distance n'est pas couverte dans le temps imparti, les recrues sont punies ou renvoyées. Lors de certaines campagnes, notamment sous les Flaviens, des légionnaires sont forcés à marcher jusqu'à 36 km en moins de 5 heures sur un terrain accidenté. L'objectif n'est pas seulement la vitesse, mais la régularité du pas, la capacité à maintenir la cohésion du groupe sans rupture dans la formation. En parallèle, les exercices d'armes commencent. Les recrues s'entraînent ainsi avec un rudis, un glaive en bois plus lourd que le gladius réel, pesant parfois le double. Végès insiste sur ce point. S'exercer avec un poids supérieur prépare le soldat à manier une arme réelle avec plus de vivacité. Le bouclier d'entraînement, lui aussi, est volontairement surdimensionné. On frappe sur des poteaux solides appelés palis, plantés dans le sol à hauteur d'homme pendant des heures. Les gestes sont codifiés, frapper à l'estomac, viser la cuisse,
et protéger la gorge. César, dans ses commentaires, mentionne à plusieurs reprises la discipline des soldats et leur capacité à marcher, construire et combattre sans relâche. Lors de la guerre des Gaules, il fait exécuter des marches nocturnes de plus de 30 km, suivies de la construction immédiate d'un camp fortifié sans repos. Ce type d'effort n'est possible que parce que l'entraînement militaire impose une endurance extrême dès les premières semaines. Le maniement des armes s'accompagne d'exercices physiques généraux, lancer du javelot, course en côte, franchissement d'obstacles et natation lorsqu'une rivière se présente. Chaque matin commence par des exercices en groupe, courir en formation, porter un camarade sur les épaules, déplacer des charges, creuser des tranchées symboliques. Les ingénieurs de l'armée en Gaule ou en Germanie aménagent parfois des parcours d'entraînement permanents à proximité des camps fixes. Ces structures comprennent des fossés, des murs à escalader, des terrains irréguliers pour reproduire les réalités du champ de bataille. L'aspect psychologique est également travaillé. Les recrues sont soumises à une discipline rigide, presque carcérale. Le centurion surveille les gestes, la tenue, ainsi que la ponctualité. Une erreur dans la formation peut valoir le fouet, la privation de nourriture ou bien la mise au pilori devant la contubernium. Végès note que l'exercice constant empêche le soldat de céder à la peur et de rompre la ligne sous la panique. La répétition transforme ainsi les réflexes. Un recruteur impérial du 1er siècle ne cherche pas un combattant né, mais un homme capable d'être modelé. Et si au bout de quelques semaines, l'un des hommes échoue au test de marche, s'effondre sous la charge ou désobéit en manœuvre, eh bien il est tout simplement écarté. Les légions ne conservent que ceux qui peuvent marcher sans faillir, obéir sans discuter et frapper sans hésiter. Chaque jour de campagne commence bien avant le lever du soleil. Dans l'armée romaine, le départ se fait à l'aube, parfois même dans la pénombre du matin, quand le camp bruisse encore du bruit des tentes repliées et des armes préparées. Le signal du départ est donné au son du buccina ou du cornu. Ces instruments de cuivre recourbés, dont le timbre puissant sert à ordonner les mouvements de la légion. Le rythme du jour est fixé dès la première note. La marche commence dans l'ordre établi la veille par le légat ou le tribun. La formation est linéaire, en colonne organisée, et suit une hiérarchie stricte. L'avant-garde est souvent composée de troupes légères ou de cavaliers éclaireurs. Derrière viennent les légions proprement dites, centurie après centurie, chaque soldat suivant l'autre. Les bagages, les mules et les convois suivent au centre ou sur les flancs, protégés par des troupes assignées à cette tâche. L'arrière-garde, quant à elle, ferme la marche. Le rythme de la marche dépend de la mission du jour. Dans une progression standard, la Légion couvre environ 25 à 30 km par jour. Lors des marches plus rapides, on atteint jusqu'à 40 km. Végès mentionne deux types de cadences. Le militari gradu, marche normale à 20 000 romains, et le magno itinéré, une marche rapide à 24 000. Ces rythmes sont imposés par les centurions qui veillent au maintien de la distance entre les hommes et à la discipline de la colonne. Et c'est ainsi que chaque centurie marche en ordre compact, sous l'œil vigilant de son centurion. Celui-ci marche souvent sur le flanc ou à l'arrière, interpellant les traînards ou corrigeant les désordres. Le centurion utilise sa vitis, une sorte de bâton de commandement, pour rappeler à l'ordre. Les signaux sont transmis par les musiciens militaires, buccinateurs, cornicines et tubicines. La Légion obéit à une séquence sonore codifiée, transmise d'un bout à l'autre de la colonne. Des pauses sont prévues à intervalles réguliers, souvent toutes les 2 heures. On pose le scutum, on boit quelques gorgées d'eau, on ajuste la charge, puis on repart. Le repas est souvent pris en silence, assis ou accroupi, avec du pain dur, des olives, du fromage ou des légumineuses. La nourriture est froide, aucun feu n'est allumé pendant la marche. Justement, les marches durent de 6 à 10 heures selon le relief, la météo et la stratégie du jour. Le terrain modifie l'allure et la structure. En plaine, la colonne peut s'étendre. Dans les collines ou les forêts, elle se resserre. Les speculatores, les éclaireurs à cheval, sont envoyés en avant pour reconnaître les chemins. Ils signalent les obstacles, les passages étroits ou bien les rivières à franchir. En zone montagneuse ou marécageuse, la progression ralentit. Le paquetage devient plus pesant, les caligae glissent et le rythme est brisé. Lorsque la colonne doit franchir un fleuve ou une rivière, les ingénieurs improvisent un passage à gué ou construisent carrément des ponts temporaires avec des troncs et des cordes.
Le métator Castrorum, chargé de repérer l'emplacement du camp, peut partir en avant avec un détachement pour préparer le site. La colonne, elle, continue sous la surveillance des centurions, optiones et autres officiers. Le silence est fréquent, en terre hostile, la marche se fait sans bruit, même entre officiers. César impose parfois un silence total lors de ses marches nocturnes. Certains chercheurs supposent que des chants cadencés pouvaient être utilisés dans des contextes moins tendus pour maintenir l'allure et renforcer la cohésion, bien qu'aucun texte antique ne les décrive explicitement. En cas de fatigue excessive ou de ralentissement imprévu, les commandants peuvent autoriser une pause prolongée. Si un objectif précis doit être atteint avant la nuit, la colonne progresse jusqu'au crépuscule. Même les soldats légèrement blessés marchent. Les moyens de transport médical sont rares et l'endurance est exigée de tous. Lorsque le point d'arrêt est atteint, la colonne ne s'arrête pas immédiatement. Les soldats reçoivent leurs instructions, le site est inspecté, les outils sont répartis et le travail du camp commence sans délai. Quand la colonne romaine atteint enfin le point désigné par l'état-major, les soldats ne déposent pas leur fardeau pour se reposer. Ils entrent dans une nouvelle phase, tout aussi cruciale, l'installation du camp. C'est une tâche quotidienne, systématique, répétée campagne après campagne. L'ordre est donné, les hommes savent ce qu'ils ont à faire, sans délai ni improvisation. Le métator, l'officier chargé de l'implantation, repère le terrain. Il trace les limites avec des piquets et des cordes. L'orientation est toujours étudiée. L'entrée doit permettre un repli facile. Les sources d'eau, quant à elles, doivent être proches et les hauteurs surveillées. Le plan du camp est toujours le même. Un quadrillage orthogonal centré autour de la Via Principalis, la Via Praetoria et la Via Decumana, qui structure l'intérieur du camp comme une petite ville temporaire. Les premiers à entrer en action creusent la fossa, le fossé défensif. Sa largeur varie, mais elle est souvent de 1,5 à 2 mètres, profonde de 1,20 m à 1,50 m. La terre extraite est rejetée vers l'intérieur, formant un aguerre, c'est-à-dire un talus surélevé. Là, les soldats plantent les pieux qu'ils ont portés depuis le matin. Chaque homme transporte 2 à 4 valises, en l'occurrence des pieux taillés en bois dur, attachés en croix sur leur fourca, le bâton qui soutient leur pactage. Plantés, serrés, parfois inclinés, ils forment une palissade défensive solide. En terrain hostile, on double ou triple les rangées. Chaque contubernium, groupe de 8 hommes, se répartit les tâches. 2 montent la tente, 2 creusent la rigole d'écoulement, 2 préparent le feu et 2 déballent les équipements. La tente est faite de peaux cousues, souvent de chèvres imperméabilisées. Elle est tendue avec des cordes et des piquets, puis calée au sol avec des pierres ou des sacs de sable. Une rigole est systématiquement creusée autour en cas de pluie nocturne. Le scutum est planté devant l'entrée, les glaives sont alignés à l'intérieur, les sandales déposées dans un coin. Les outils sont quant à eux posés au même endroit, toujours à portée. Les rations sont sorties, du blé, parfois un peu de lard, du fromage sec et du vinaigre dilué. Une meule portative permet de moudre les grains. On prépare une galette simple, qu'on fait cuire sur une plaque ou à même la braise. Dans les camps installés plusieurs jours, des testudines, c'est-à-dire des fours temporaires en argile ou pierre, peuvent être érigés. Les ordures sont jetées quant à elles dans les fosses à déchets situées en périphérie. Des latrines collectives sont également creusées à distance. Dans les grands camps, les rues sont tracées au cordeau. Le Principia est installé au centre, face à la Via Principalis. Les quartiers du Legatus, des Tribuni et des Centurions sont installés à proximité. Les bagages collectifs, les réserves ou bien l'aigle de la Légion sont placés dans un secteur sécurisé. Chaque cohorte retrouve son emplacement fixe, comme s'il s'agissait d'un plan urbain qu'il connaissait déjà. Ce quadrillage constant permet de retrouver ses repères, même dans l'obscurité ou l'urgence. Les corvées d'eau sont organisées vers les points d'approvisionnement. Les porteurs utilisent des amphores ou des outres. D'autres soldats partent chercher du bois pour les feux. Les mules sont dételées, nourries, attachées dans des zones spécifiques. Les forgerons et les vétérinaires, quant à eux, si le besoin s'en fait sentir, peuvent opérer dans des tentes dédiées. La garde nocturne est organisée en vigiliae, en l'occurrence 4 tours de 3 heures. Chaque contubernium fournit un homme pour un des tours. La rotation est stricte. Le soldat de garde porte casque, glaive et bouclier. Il reste immobile
poste après poste, ou circule lentement sur la portion de périmètre assignée. Il répond aux mots de passe transmis à l'avance. Les centurions inspectent les rondes sans prévenir et tout manquement est puni. En cas de menace, le camp peut passer à la défense en quelques instants. Le fossé ralentit l'assaillant, les pieux l'empêchent de franchir la ligne, les archers se postent dans les intervalles et les trompettes, quant à elles, donnent l'alerte. Des dizaines de récits antiques rapportent des tentatives d'attaque nocturne repoussées grâce à la discipline de cette installation systématique. Le camp peut être installé en moins de 2 heures par une légion entraînée. Ce temps varie selon le terrain, le climat ou la fatigue, mais les gestes sont ancrés et les réflexes collectifs. Ce n'est pas une corvée, c'est une manœuvre militaire complète que chaque homme connaît par cœur. Chez les Romains, la marche est un acte militaire à part entière. Chaque déplacement est structuré comme une opération tactique. La colonne ne progresse jamais au hasard. L'ordre des unités est strictement codifié et il varie selon le niveau de menace, la géographie et la nature de la mission. L'efficacité repose sur l'anticipation et la discipline collective. En tête, les speculatores ouvrent la voie. Ce sont des éclaireurs sélectionnés, souvent montés à cheval, mais parfois à pied, capables de repérer des pièges, des changements de terrain ou bien des signes d'embuscade. Ils ne sont jamais seuls, ils sont soutenus par des troupes auxiliaires légères, comme les cavaliers numides ou les archers crétois, qui peuvent appuyer une première escarmouche si nécessaire. Juste derrière se trouve l'avant-garde, formée de cohortes expérimentées ou parfois d'unités auxiliaires en formation compacte. Leur mission est de sécuriser tout contact initial et de permettre à la Légion de se déployer rapidement si besoin. Vient ensuite le corps principal de la Légion en colonne organisée. Les cohortes sont ordonnées par numéro, souvent avec les plus fiables ou les mieux équipés au centre. Les centurions marchent en flanc ou à l'avant de leur centurie. Ils veillent à la cadence et à l'alignement. Les bagages sont placés de manière stratégique, souvent au cœur de la colonne. Les chariots transportent les tentes, les outils, les meules à grains, les réserves alimentaires, les pieux de défense, comme on l'a vu, les fameux vallis, mais également les éléments d'artillerie démontés et parfois les archives de la Légion. On les appelle impedimenta. Ils sont escortés de près, protégés par des détachements armés, souvent composés d'auxiliaires. Le praefectus castrorum, l'officier chargé du matériel et de l'organisation logistique, en supervise l'agencement. À l'arrière, les troupes légères ferment la marche. Elles évitent les désertions, protègent les retardataires et ramassent les blessés. Dans les terrains à risque, des détachements sont postés sur les côtés. Une tactique fréquemment utilisée en Germanie, où le terrain dense rend les embuscades fréquentes. La réaction à une attaque en cours de marche est encadrée par des signaux stricts. Les instruments de musique militaire, cornouas ou bushinae, donnent les ordres sonores que les soldats ont appris dès l'entraînement. Chaque son correspond à une manœuvre définie, s'arrêter, s'élargir, se resserrer, se préparer à combattre ou bien se retrancher. L'effet de surprise est ainsi réduit. Les troupes peuvent se regrouper rapidement autour des enseignes, former une ligne de bataille ou bien un cercle défensif, mais aussi en plantant leurs scoutas au sol pour former un bouclier collectif et attendre les ordres des centurions. Un exemple typique figure dans la guerre des Gaules de César. Lors de la retraite depuis Gergovie, César organise la marche nocturne de ses troupes en silence, avec les bagages au centre et les troupes de choc sur les flancs. Quand les troupes arvernes tentent de les intercepter, la Légion se réorganise en formation de combat tout en avançant, limitant les pertes et forçant le passage. Autre épisode célèbre, la marche vers Alésia, lors de laquelle César, voyant les renforts gaulois approcher, fait dresser des fortifications circulaires autour de la colonne en seulement quelques jours, mobilisant des milliers de soldats qui creusent, plantent, installent des palissades et fossés pendant que les unités restent en formation de marche défensive. À l'opposé, le désastre de la forêt de Teutobourg, en l'an 9, montre ce qui se produit lorsque la discipline de la marche est rompue. Les 3 légions commandées par Varus, allongées sur plusieurs kilomètres, désorganisées par le mauvais temps, la fatigue et un terrain difficile, sont prises par surprise et anéanties. Tacite et Dion Cassius insistent sur la négligence tactique de Varus, qui n'avait pas disposé ses troupes selon le schéma habituel de protection et n'avait pas prévu de défense en cas d'embuscade. La communication visuelle est également cruciale. En terrain découvert, des signaux par étendard, drapeau ou bras levés
permettent aux officiers de transmettre des ordres aux unités distantes. En terrain accidenté ou forestier, on privilégie les signaux sonores et les messagers à cheval. Chaque franchissement de rivière, col ou défilé est traité comme un point critique. Les éclaireurs inspectent les berges, les sapeurs testent la profondeur et des guetteurs sont postés sur les hauteurs. Les premiers éléments traversent sous couverture et les unités se réorganisent immédiatement de l'autre côté pour prévenir toute attaque en embuscade. La marche pour le soldat romain n'est pas seulement un exercice physique, c'est une épreuve mentale constante. Chaque jour, il affronte les éléments, le poids, la monotonie, la douleur, la peur, mais également l'attente de l'inconnu. Il fait chaud, le cuir de la lorica colle à la peau, la sueur imprègne la tunique. Et les sandales cloutées, les fameuses caligae, entaillent les pieds. Il faut avancer quand même, sur des chemins de poussière, de cailloux ou de boue, souvent sans savoir ce qui attend à l'arrivée. L'endurance mentale s'impose comme une nécessité. Comme on l'a vu, certains parcours imposent 30 à 40 km par jour, sans abri, sans ombre, avec un pactage de plus de 30 kg sur le dos. Végès, encore lui, écrit que l'endurance est la qualité première d'un bon soldat. Il rappelle que les exercices de marche ne servent pas à fatiguer l'homme, mais à forger sa volonté. Cette fatigue répétée chaque jour devient une seconde nature. Le soldat apprend à supporter sans se plaindre et à canaliser l'effort par l'habitude. La peur est là, parfois tapie dans les bois autour de la colonne. Les embuscades de Germain ou de Dace, les attaques surprises sur les flancs, les ponts effondrés ou les guets piégés rappellent que la marche est toujours potentiellement mortelle. Mais la peur est étouffée par l'effet du groupe. La force mentale du légionnaire vient en grande partie de l'esprit de corps. On marche à côté de ses camarades, dans la même centurie, sous les ordres du même centurion. L'honneur du groupe prime sur l'épuisement individuel. Les anciens vétérans témoignent que la pression sociale est l'un des moteurs les plus puissants. Celui qui ralentit ou qui s'effondre est vu comme un poids. Il peut être humilié ou pire puni pour avoir mis la cohésion en danger. L'émulation pousse chacun à tenir. C'est une fraternité rude mais solide, née de l'effort collectif. Le soir venu, les hommes qui ont su tenir la cadence partagent un sentiment d'accomplissement silencieux, rarement exprimé mais toujours ressenti. Pour les jeunes recrues, la marche devient aussi un rite de passage. C'est dans l'endurance quotidienne qu'elles perdent leur identité d'homme civil pour entrer dans la caste des milites. Tacite décrit comment les officiers observent les jeunes soldats durant les marches prolongées pour repérer ceux qui tiendront en campagne. Le tyron, c'est-à-dire la recrue, qui se montre résistant, discipliné et fiable, gagne le respect bien plus que sûrement que par l'éloquence ou la bravoure théorique. À force de marche, d'efforts répétés, de douleurs partagées, le soldat se transforme. Il devient romain, pas seulement par la citoyenneté, mais par le corps, le pas, la sueur et l'obéissance. La marche est au final une école de guerre, mais aussi une fabrique d'identité. C'est elle qui façonne les légions comme une seule entité capable de résister à tout. La supériorité romaine ne repose pas seulement sur les armes, mais également sur sa capacité à bouger en masse et avec ordre. Ce modèle a inspiré des siècles plus tard les grandes armées européennes. Au XIXe siècle, Napoléon vante la marche comme fondement de l'art militaire. La Légion étrangère française, héritière de cette tradition, impose encore aujourd'hui la képi blanc, une marche de plusieurs dizaines de kilomètres en conditions extrêmes. L'armée américaine, lors de la Seconde Guerre mondiale, adopte une doctrine logistique où l'endurance physique des troupes conditionne le succès des opérations terrestres. Rome ne disposait pas de moteur, mais elle a bâti un empire d'ingénierie logistique fondé sur des jambes humaines entraînées à supporter l'épuisement. L'ordre de marche devient une forme de stratégie, être là avant l'ennemi, en meilleur ordre, avec plus de discipline et une capacité immédiate à construire un camp. La Légion romaine ne courait pas, elle marchait. Longtemps, lentement et inlassablement. Et c'est cette marche, disciplinée et implacable, qui a porté Rome de village à empire. Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee ou à utiliser le bouton merci de YouTube. Dans tous les cas, merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.